Je voudrais vous remercier de votre invitation à intervenir au cours de ces premières journées de l'alimentation durable organisées à Paris par la Fondation Daniel et Nina Carasso. Je suis très heureux de pouvoir y intervenir en m'excusant de ne pas pouvoir être là présent en personne, enseignant à l'université de Yale au cours de ce semestre. Et je voudrais dire que le moment est particulièrement opportun. Nous sommes aujourd'hui dans un moment où différents groupes sont en train de former des coalitions, des alliances inédites pour travailler sur la réforme des systèmes alimentaires. Ce sont des groupes d'ONG qui travaillent sur l'environnement et s'inquiètent de l'impact sur les écosystèmes de nos manières de produire et de consommer. Ce sont des organisations qui travaillent sur la santé et qui s'inquiètent de la croissance de l'obésité, des maladies non transmissibles qui y sont liées et de manière générale des impacts sur la santé de nos systèmes alimentaires. Ce sont des organisations qui travaillent sur le développement rural et qui s'inquiètent de la disparition aujourd'hui des petites exploitations agricoles dans beaucoup de régions du monde et notamment dans les pays industrialisés. Ce sont enfin des organisations de développement qui travaillent sur les rapports nord-sud et qui s'inquiètent de ce que nos manières de produire et de consommer ont des impacts très négatifs sur les agricultures du Sud et sur la capacité des pays en développement à investir dans leur propre système agricole et alimentaire. Et voilà tous ces groupes qui aujourd'hui se rendent compte que la question de l'alimentation, de l'agriculture et de l'alimentation, ce sont des questions décisives pour les objectifs que ces organisations se sont fixés et qui commencent de travailler ensemble pour une réforme des systèmes alimentaires. Cependant, ce travail n'est pas facile et je voudrais mettre en avant 4 difficultés en particulier auxquelles ces acteurs s'affrontent. D'abord, il y a aujourd'hui une hésitation, on pourrait presque dire une concurrence entre deux manières d'envisager la réforme des systèmes alimentaires. D'un côté, on a des initiatives citoyennes, très locales parfois, à petite échelle, de type AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, les potagers collectifs urbains, les incroyables comestibles qui se développent et qui consistent pour des citoyens à une échelle très locale, pour des hommes et des femmes ordinaires, à proposer des systèmes alimentaires alternatifs, contournant, si vous voulez, les modes conventionnels, habituels de production et de distribution alimentaire. D'un autre côté, on a dans le système plus conventionnel et plus dominant, on a toute une série d'initiatives qui visent à plus de durabilité. Des labels se développent, des plateformes multipartites à travers lesquelles les chaînes mondiales d'approvisionnement, les grands distributeurs, les grands acteurs de l'agroalimentaire tentent de contribuer leur part à la réforme des systèmes alimentaires pour davantage de durabilité. Je pense pour ma part que cette coexistence, elle est pour l'instant féconde, il n'y a pas lieu de choisir entre les deux voies à travers lesquelles la réforme est en train de s'opérer. Et je dirais même que la coexistence de ces deux voies de réforme peut être pour chacune une incitation à s'améliorer et à se corriger. Par exemple, les initiatives citoyennes qui créent des systèmes alimentaires alternatifs doivent se demander s'il est durable de compter sur le bénévolat des gens qui, en soirée, en week-end, consacrent leur énergie à maintenir en place des potagers collectifs urbains, par exemple, ou à faire fonctionner des chaînes courtes. Et inversement, les grands acteurs de l'agroalimentaire, les grands distributeurs qui veulent améliorer les choses, doivent se poser la question de savoir comment territorialiser leur action, comment contribuer à la relocalisation des systèmes agroalimentaires, comme beaucoup d'acteurs le demandent aujourd'hui. Et donc, il y a pour l'instant cette coexistence relativement féconde de deux voies à travers lesquelles la réforme doit s'opérer. Je ne pense pas que s'opère une convergence entre ces deux approches, mais je pense qu'il y a un phénomène de correction mutuelle qui s'opère. Deuxième obstacle, deuxième difficulté que rencontrent les tentatives de réforme dans l'agroalimentaire, c'est évidemment que ces tentatives de réforme doivent sortir de cette idée qui longtemps nous a obsédés, celle qu'il faut produire plus et que l'augmentation de la production est la solution à toutes nos préoccupations. Le spectre du productivisme nous hante encore et nous mesurons encore le progrès
à partir de la question de savoir si l'on a augmenté les rendements de la culture principale à l'hectare. Je pense que c'est une mesure de progrès qui est extrêmement pauvre et qui ne répond pas aux défis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir comment produire plus, elle est de savoir comment produire mieux par une utilisation plus efficiente des ressources rares à notre disposition, la terre et l'eau en particulier, comment produire sans épuiser les sols très généralement, les petites parcelles cultivées en polyculture où on combine différentes plantes qui se complètent mutuellement et se rendent service les unes aux autres, c'est une manière très productive d'utiliser nos ressources et très efficiente de procéder. La mesure du progrès à partir de l'idée de l'indicateur d'une augmentation de la production à l'hectare de la culture principale date du XXe siècle et correspond à un moment où la croissance démographique et l'urbanisation des modes de vie faisaient naître la crainte que nous manquerions de nourriture pour nourrir toute la planète et répondre à la demande. Aujourd'hui, ce défi-là est relevé, il faut accepter que d'autres défis se posent à nous. Et d'autres mesures de productivité sont disponibles qui sont beaucoup plus intéressants à mobiliser. La troisième difficulté, le troisième défi qui se présente est au fond un défi de gouvernance. C'est que très souvent nos choix sont dictés par des impératifs de court terme et nous oublions les objectifs de long terme que nous nous donnons. Et ceci est très typique, par exemple, des tentatives d'opérer une transition vers l'agroécologie. L'agroécologie, on lui reconnaît beaucoup de mérites aujourd'hui, y compris d'attirer une jeune génération d'agriculteurs vers l'agriculture et bien entendu de garantir une meilleure santé des sols, de réduire l'érosion, de maintenir l'agrobiodiversité, etc. Mais elle a du mal, l'agroécologie, à percer parce que dans le court terme, il en coûte aux agriculteurs d'opérer ces transitions. Et les agriculteurs le savent. Pour opérer cette transition, il faut d'abord littéralement nettoyer les sols des engrais chimiques et des pesticides dont ils ont été imbibés. Il faut créer une biomasse suffisante pour lancer un système agroécologique qui fonctionne de manière productive. Et cela prend quelques années, pendant lesquelles on va assister à une chute de la production et des revenus, par conséquent, de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Et donc il faut aider les agriculteurs, les agricultrices à franchir ce cap, à opérer ces transitions pour éviter qu'ils ne soient toujours l'otage du court terme. Cela mène à la quatrième difficulté, au quatrième obstacle, qui est là encore un obstacle de gouvernance. C'est que très souvent, les réformes des systèmes alimentaires sont des réformes qui sont influencées par les intérêts dominants des grands acteurs du système actuel, qui détiennent les technologies, qui détiennent, disent-ils, les recettes et les solutions, et qui ont l'oreille du décideur politique. Ou alors, ces réformes sont prises sous le coup de crise, notamment de crise sanitaire, qui amènent à répondre aux craintes des consommateurs par des modifications des réglementations qui concernent la sûreté ou la sécurité alimentaire, mais on n'a pas une gouvernance démocratique des systèmes agroalimentaires. Il me semble cependant que la question de la démocratie alimentaire doit être posée de manière urgente. Qu'est-ce que c'est la démocratie alimentaire? Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une abstraction. C'est l'idée que les choix qui sont faits dans le domaine agroalimentaire seront mieux informés par un diagnostic posé par une diversité de parties prenantes et que les solutions seront mieux définies à partir d'une gamme de propositions qui émanent de ces différents acteurs. Et on voit se développer aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, dans plusieurs pays maintenant de l'Union européenne, on voit se développer des conseils de politique alimentaire à l'échelle locale ou régionale, des conseils consultatifs où consommateurs, producteurs, distributeurs, secteur éducatif, collectivités publiques sont représentés pour poser ensemble un diagnostic et proposer ensemble une série de solutions dont il appartiendra alors
aux collectivités publiques de s'emparer pour les mettre en œuvre. Cette généralisation de la démocratie participative dans l'alimentaire, l'agroalimentaire, me paraît tout à fait essentielle et me paraît une condition de réussite, de légitimité et d'efficacité des tentatives de réforme. Alors, c'est au fond à l'ensemble de ces objectifs que nous tentons modestement de contribuer par la mise sur pied du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, IPES Food, qui est un groupe d'experts de différentes régions du monde, de différentes disciplines, qui veut contribuer au débat sur la réforme des systèmes alimentaires durables à partir de la conviction que rien ne se fera sans associer à ces réformes les acteurs de terrain. C'est pourquoi on travaille de manière très transdisciplinaire avec eux et pas seulement entre experts universitaires, scientifiques si vous voulez. Notre conviction est également qu'il faut oser affronter les questions politiques qui sont derrière les choix qui sont faits en matière de politique agricole et alimentaire et être conscient des rapports de force qui se nouent et qu'il faut oser parfois interroger. Nous avons publié un rapport récemment sur la transition vers l'agroécologie qui sera bientôt diffusé en Afrique pour porter ce message vers les cénacles de décision de l'Union africaine et d'organisations régionales en Afrique en particulier. Nous allons bientôt publier 2 rapports sur la contribution des villes et des cités-régions à la transition vers des systèmes alimentaires durables et un autre rapport qui va porter sur les externalités en matière de santé des systèmes alimentaires. Nous avons beaucoup d'informations en effet sur les impacts sur l'environnement des systèmes alimentaires conventionnels, mais trop peu de données certainement chiffrées sur les impacts en matière de santé. Et donc voilà ce à quoi nous tentons modestement de contribuer avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso qui a lancé l'initiative de IPES Food à l'origine. Et c'est conscient de la difficulté ou des difficultés qui nous attendent évidemment que nous avons entrepris ce travail, mais nous continuerons de le faire et nous espérons pouvoir continuer de le faire également grâce à vous qui êtes présents à ces premières rencontres sur l'alimentation durable qui sont organisées aujourd'hui à Paris. Merci et à très bientôt.